Un louveteau dormait chaque nuit devant la maison de campagne de Stéphane, blotti dans la neige comme une ombre oubliée. Stéphane pensait qu'il cherchait simplement la chaleur, mais chaque aube, la petite créature s'évanouissait avant qu'il n'ait pu prononcer un mot. Nuit après nuit, il revenait, silencieux, patient, attendant quelque chose que Stéphane ne parvenait pas à discerner. Et lorsqu'il découvrit enfin la raison de cette veille obstinée, il tomba à genoux sur le sol et pleura comme un homme qui vient de voir un fantôme. Le givre avait durci en une fine couche sur le porche, craquant sous chacun de ses pas. Stéphane s'était habitué à la quiétude de cet endroit, niché au cœur de la forêt, où les seuls bruits étaient ceux de ses propres pas et le murmure du vent dans les sapins. Il n'y avait pas d'autres yeux pour l'observer depuis la lisière du bois, ou du moins, c'est ce qu'il croyait avant cette première nuit où le louveteau était apparu. Il gisait là sans un bruit, à moitié enseveli dans la neige poudreuse, son souffle formant de faibles nuages dans l'air glacial. Il était trop immobile pour que Stéphane se sente à l'aise, trop tranquille pour une créature qui aurait dû le craindre. Stéphane était resté sur le seuil de la porte, son propre souffle embuant l'air froid, ne sachant s'il devait s'approcher ou reculer. Le louveteau n'avait pas grogné, n'avait pas gémi, il avait simplement levé légèrement la tête, ses oreilles pivotant, ses yeux jaunes reflétant la faible lueur de la lanterne comme de l'ambre poli. Il ne suppliait pas, il n'était pas blessé, il attendait simplement. Le matin, il avait disparu. La nuit suivante, il était revenu au même endroit, dans le même silence impénétrable. Une fine pellicule de neige s'accumulait sur sa fourrure au fil des heures, mais il ne s'approchait jamais, ne s'enfuyait jamais, il se contentait d'observer la porte comme s'il gardait quelque chose qui n'était pas là. Stéphane se répétait qu'il ne devait pas s'en mêler. Les animaux sauvages avaient leurs propres raisons, et les hommes qui l'oubliaient payaient souvent un lourd tribut. Mais la quatrième nuit, quelque chose changea. Le louveteau n'était pas couché, il était assis, droit, le corps tendu comme une corde, fixant intensément la forêt sombre derrière la maison de campagne, les oreilles dressées vers quelque chose que Stéphane ne pouvait entendre. Pour la première fois, il semblait effrayé. Poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas, Stéphane sortit dans la neige, une tension grandissant dans sa poitrine. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Il n'y avait pas de vent, les branches ne bougeaient pas, seule une lourdeur dans l'air lui hérissait les poils sur les bras. Le louveteau tourna lentement la tête vers lui, sans supplication, sans agressivité, juste avec une urgence muette, comme s'il essayait de parler sans émettre de son. Stéphane suivit son regard vers la silhouette noire de la lisière du bois, où quelque chose remuait dans l'obscurité, et c'est alors qu'il réalisa que ce louveteau n'était pas seul. Il descendit du porche, la neige craquant sous ses bottes. L'air semblait s'épaissir à mesure qu'il s'éloignait de la maison de campagne, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Le louveteau ne s'enfuit pas, il se déplaça juste légèrement, son regard oscillant entre Stéphane et les arbres avec une inquiétude qui accéléra le pouls de l'homme. « Qu'est-ce que tu regardes » murmura-t-il entre ses dents, sans attendre de réponse. Les oreilles du louveteau tressaillirent au son de sa voix, mais son regard se fixa de nouveau sur la lisière du bois. Il baissa instinctivement son corps, adoptant une posture de prudence, comme s'il avait déjà vécu cette scène. C'est alors que Stéphane l'entendit. Ce n'était pas un grognement, ni un hurlement. C'était une expiration basse, rauque, longue et délibérée. Elle provenait de quelque part dans l'obscurité devant lui, bien trop profonde pour appartenir à une petite créature. La forêt engloutit le son un instant plus tard, laissant derrière elle un silence qui sonnait comme un avertissement. Stéphane fit un pas en arrière. Doucement. Le louveteau se tourna brusquement vers lui, les yeux écarquillés, la respiration rapide. Il fit un unique pas dans sa direction, non pas de manière agressive, mais presque pressante, comme pour l'empêcher de s'éloigner davantage de la sécurité de la maison de campagne. « Tu veux que je rentre » réalisa-t-il. Le louveteau n'aboya pas, il resta là, les épaules tendues, son souffle formant de petites bouffées dans l'air. Quelque chose craqua dans l'obscurité. Un poids lourd, un mouvement calculé. Stéphane recula lentement vers le porche. Le louveteau bougea avec lui, pas à pas, ni en le guidant, ni en le suivant, mais en égalant son rythme comme une ombre fidèle. Une fois qu'ils atteignirent les marches du porche, le louveteau s'arrêta et s'assit de nouveau juste au bord, comme il l'avait fait toutes les nuits précédentes. En vigie. Il regarda de nouveau vers la lisière du bois, mais ce qui s'était déplacé avait disparu, avalé par les ténèbres. Stéphane déglutit difficilement, puis se retira dans la maison de campagne et ferma lentement la porte. Le bois se referma avec un bruit sourd.
Il hésita avant de la verrouiller. Clac. Un son frappa le mur extérieur. Ce n'était pas fort, juste un coup sec. Son cœur bondit. Il s'avança lentement et colla son oreille contre le bois froid. Rien. Il resta là longtemps, jusqu'à ce que le froid du mur s'infiltre dans sa peau. Finalement, il s'écarta et expira. Il se convainquit presque que ce n'était rien, une branche, peut-être une congère de neige qui s'effondrait. Mais alors, juste avant de s'éloigner de la porte, il le vit à travers l'étroite fente des rideaux. Deux yeux jaunes. Ce n'étaient pas ceux du louveteau. Ils étaient plus hauts, immobiles. Il l'observait depuis la lisière du bois, brillant faiblement dans l'obscurité comme des braises dans les cendres. Il ne dormit pas cette nuit-là. De temps en temps, il jetait un œil par la fenêtre. À chaque fois, le louveteau restait là, au bord du porche, blotti au même endroit, immobile, la neige s'accumulant sur son dos. Et à chaque fois, juste au-delà de la ligne de lumière, ses mêmes yeux clignaient, observant. Les heures s'étirèrent. Juste avant l'aube, le vent tourna. Les yeux disparurent, non pas en reculant, mais en s'évanouissant simplement, comme si ce qui avait observé s'était fondu dans la forêt sans un bruit. Un instant plus tard, le louveteau se leva, secoua la neige de sa fourrure et, sans un regard en arrière, disparut entre les arbres. Stéphane ouvrit la porte, son souffle se condensant dans le froid mordant. La neige était intacte là où les yeux s'étaient tenus. Pas de traces, pas de signes, juste un blanc immaculé. Il resta là un long moment, la main agrippée au cadre de la porte. Puis il murmura, à peine audible, « De quoi te caches-tu » Les arbres ne répondirent pas, mais quelque part au plus profond d'eux, quelque chose se déplaçait hors de vue, marchant lentement, patiemment, attendant que la nuit tombe à nouveau. La nuit suivante, Stéphane se jura de ne pas regarder. Il ignorerait le porche, il ignorerait la forêt, il ferait comme si la chose qui se trouvait là était partie. Il laissa sa lanterne éteinte, prépara son dîner en silence, essayant de se concentrer sur le crépitement du poêle plutôt que sur la fenêtre. Mais quand le vent changea et frôla la porte avec un grincement sourd, il regarda quand même. Le louveteau était là, de nouveau, assis exactement au même endroit. La neige s'accrochait à sa fourrure, de petits flocons fondant en taches sombres. Il ne tremblait pas, ne détournait pas le regard. Stéphane soupira. Toi encore. Les oreilles du louveteau bougèrent légèrement, reconnaissant sa voix, mais il resta immobile. Le regard tourné vers la forêt, pas vers lui. Il s'approcha de la porte. Pourquoi ici, toutes les nuits? Pourquoi ici? Sa voix s'adoucit, son souffle formant une fine buée contre la vitre froide. Qu'est-ce que tu attends? Le louveteau ne sia pas. C'est alors que le même son revint de la forêt, une expiration lente, délibérée, trop profonde pour être le vent. La posture du louveteau changea immédiatement. Il se mit debout, fit 2 petits pas vers les arbres, le poil hérissé le long de son échine. Il y a quelque chose là dehors, réalisa-t-il à nouveau, pas seulement en train d'observer. En train de surveiller. Et puis il l'entendit. Un autre son. Doux, faible. Ce n'était pas un grognement, pas une menace. C'était un gémissement. Plus aigu, fragile, comme celui d'une créature en souffrance. Il se pencha vers la fenêtre, plissant les yeux vers la lisière du bois. Qu'est-ce que c'était? Le louveteau s'accroupit, le museau presque contre la neige, la queue raide. Un autre faible gémissement parvint de la forêt, cette fois plus proche, tremblant, comme quelque chose qui respirait avec difficulté. Stéphane entr'ouvrit la porte de la maison de campagne de quelques centimètres. Le froid s'engouffra à l'intérieur. Le louveteau tourna la tête vers lui, ses yeux vifs lançant un avertissement clair. Il ne voulait pas qu'il sorte. Stéphane s'arrêta. « Tu protèges quelque chose ?» Le louveteau émit un son bref et bas, ni un aboiement, ni un grognement, quelque chose comme un souffle de refus, comme pour lui dire de rester à l'écart. Les arbres bougèrent. Juste un léger mouvement, une forme à peine visible à travers la neige qui tombait lentement, chancelante. Le louveteau se tendit, sa respiration s'accélérant. Stéphane sortit sur le porche, ignorant le froid qui lui cinglait le visage. Et, doucement. Cette fois, le louveteau ne se retourna pas. Il fit un pas en avant, les oreilles plaquées contre sa tête, le regard fixé sur ce qui bougeait au-delà des arbres.
Stéphane se pencha en avant, plissant les yeux. Quelque chose sortit en titubant du sous-bois, juste assez pour capter la lumière. Ce n'était pas un loup, pas tout à fait. Une silhouette à moitié cachée par la neige, basse sur ses pattes, la fourrure déchirée, sombre de sang. Sa respiration était saccadée, ses flancs se soulevant lentement. Un loup, plus âgé, gravement blessé, traînait sa patte avant dans la neige, laissant une fine traînée derrière lui. Le loup blessé s'effondra juste au-delà de la lisière du bois. Le louveteau fit un pas vers lui, puis regarda Stéphane. Stéphane était pétrifié. Pour la première fois depuis son apparition, le louveteau ne l'ignorait pas. Il lui demandait quelque chose. Pas avec des mots, avec sa posture. Reste en arrière. Mais regarde. Comme si ce qui avait blessé le loup était encore tout près. Il déglutit. Vous êtes plusieurs, comme toi. Le louveteau ne répondit pas, il se tourna simplement vers la silhouette blessée, le corps accroupi, les oreilles dressées, à l'affût du danger. La respiration de Stéphane devint plus lente, contrôlée. Il scrutait la ligne sombre des arbres, le cœur battant à tout rompre. Rien ne bougeait, seulement ce silence lourd et expectant. Il fit un pas de plus sur le porche. Le louveteau grogna légèrement, non pas pour l'avertir de sa présence, mais de l'espace qui les séparait. Une limite. S'il la franchissait, tout changerait. Stéphane s'arrêta. Le vent soufflait entre les arbres, projetant de la neige poudreuse sur la fourrure du loup blessé. Sa poitrine se souleva une fois, deux fois, puis trembla. Le louveteau tournait sur place, comme une sentinelle partagée entre la protection de la maison de campagne et le devoir envers son parent tombé. Stéphane serra les poings. Tu montes la garde, mais tu ne peux pas le faire seul. Le louveteau le regarda de nouveau, et pour un bref instant, Stéphane y vit de la peur. Pas pour lui-même, mais pour celui qui gisait dans la neige. Puis, des profondeurs de la forêt, le son revint, cette respiration lourde, maintenant plus proche de la maison. Le son de la forêt n'était pas pressé. Il venait par intervalles lents, comme si quelque chose de grand exhalait à travers des poumons endommagés. La neige bougea au loin, une faible cascade glissant d'une branche basse. Quoi que ce soit qui se trouvait là dehors ne se cachait pas. Il attendait. Le loup blessé laissa échapper un soupir forcé, bas et tremblant. Le louveteau fit un pas en avant, la posture rigide, le poil hérissé. Il semblait prêt à se jeter vers l'animal blessé, mais il regarda de nouveau Stéphane, et une lueur d'hésitation brisa son instinct. Quelque chose l'a blessé, murmura Stéphane. Et quoi que ce soit, c'est toujours là. Le louveteau tournait en rond, la respiration rapide et superficielle. Ses griffes s'enfonçaient dans la neige, laissant de petites marques en forme de croissant. Il voulait bouger, protéger, mener. Chaque muscle de son petit corps criait cet instinct. Une autre expiration au-delà des arbres, maintenant plus proche. Stéphane le sentit dans sa poitrine avant de l'entendre, une vibration dans l'air, comme un enroulement de tambour sous le vent. Il scrutait la lisière du bois. « Montre-toi » chuchota Théil. Une brindille se brisa, puis une autre. Ce n'était pas un trébuchement, c'était un pas. Mais pas un pas de loup. Trop lourd, trop délibéré. La neige se déplaça en un long arc traînant, comme si quelque chose tirait un poids derrière lui. Le louveteau laissa échapper un aboiement aigu et sec. Pas vers l'homme, vers la forêt. Un avertissement. S'ensuivirent de longs moments de silence tendu, le genre de silence qui rend même le froid distant. Le loup blessé tenta de lever la tête, mais ne put le faire, son museau retombant dans la neige. Stéphane pouvait mieux le voir maintenant. Son flanc était ouvert, la fourrure emmêlée et sombre. Ce qui l'avait attaqué ne l'avait pas mordu pour le tuer, il l'avait lacéré. Le louveteau fit un autre pas, puis se figea, les muscles tendus. Ses oreilles pivotèrent, captant quelque chose avant lui. Un bruit sourd et étouffé vint de l'obscurité. Puis un autre. Des pas. 2, 3. Lents, réguliers. Quelque chose se déplaçait entre les arbres, mais cela ne se déplaçait pas comme un loup. Il marchait en ligne droite. Les branches bougèrent, la neige tomba en flocons. Une silhouette passa derrière la lisière du bois, grande et large, trop droite, trop contrôlée. Sa respiration se coupa. Un ours ? Non, la démarche n'était pas la même.
La silhouette ne se balançait pas comme un ours. Elle se déplaçait plus proprement, plus doucement. Un humain. Il y a quelqu'un là dehors, dit-il à voix basse. Sa voix lui parut étrange, même à ses propres oreilles. Tendu, bas. Un autre craquement sous la neige. Cette fois, plus proche. Sans s'en rendre compte, il descendit à mi-chemin des marches du porche. Le bois craqua sous son poids. La silhouette s'arrêta. Silence. Même les arbres semblaient avoir cessé de bouger. Il retint son souffle. Puis, un unique faisceau de lumière traversa la lisière du bois. Rapide, contrôlé, comme un signal. Son sang se glaça. Une lampe de poche. Ce n'était pas un hasard. On le traquait. Le louveteau se tourna brusquement vers lui. Ses yeux étaient écarquillés, non plus seulement alertes, mais suppliants. Il voulait qu'il rentre. Maintenant. Stéphane regarda une dernière fois le loup blessé, puis la lisière du bois. La lampe de poche clignota à nouveau. Une fois, deux fois, puis disparut. Non pas parce qu'elle s'était éloignée, mais parce qu'elle s'était éteinte. Quiconque était là ne voulait plus être vu. Le louveteau recula vers le porche, respirant rapidement. Il ne s'arrêta que lorsque ses pattes arrière touchèrent le bois. Le loup blessé laissa échapper un long soupir saccadé et s'immobilisa. La silhouette dans la forêt sombre bougea une dernière fois, et puis la nuit s'ouvrit sur un son qui n'appartenait à aucun animal, un clic métallique, comme le recul d'un verrou de fusil. Le clic métallique résonna entre les arbres comme un verdict froid. Le louveteau se retourna, les oreilles aplaties, chaque muscle raidi. Stéphane ne bougea pas. Il connaissait ce son. Il n'appartenait pas à la faune. Il appartenait à quelqu'un qui était entré dans la forêt avec une intention. Lentement, prudemment, il leva les mains de ses côtés, non pas en signe de reddition, mais comme un signal silencieux d'immobilité. Tranquille, chuchota-t-il, à peine audible. La tête du louveteau pivota vers lui, la panique dans les yeux. Il émit un son grave et urgent, un avertissement dirigé vers lui, pas vers la menace. Un autre clic, maintenant plus proche. Quiconque était là dehors n'était pas pressé. Il se positionnait. Stéphane serra la mâchoire, scrutant l'obscurité. « Sortez à la lumière, dit-il d'une voix ferme mais basse, pour ne pas effrayer le louveteau. » Pas de réponse. Seulement le lent craquement de bottes dans la neige, se déplaçant parallèlement à la lisière du bois. Les pas étaient délibérés, contrôlés. Quelqu'un d'entraîné. Pas un randonneur perdu, pas un chasseur effrayé par un animal blessé. Le louveteau recula de 2 pas vers le porche, puis s'arrêta, indécis. Son regard oscillait rapidement entre le loup blessé et la maison de campagne, pris entre le devoir et la peur. « Rentre », murmura Stéphane en reculant vers la porte. Le louveteau ne bougea pas. Une rafale de vent balaya la neige à travers la clairière, apportant avec elle une odeur forte, métallique, non naturelle. Chimique. L'odeur du métal traité et de l'huile. Stéphane plissa les yeux. « Vous n'avez pas peur des loups », chuchota-t-il vers les arbres. « Vous êtes ici pour autre chose. » Mouvement. Alors il le vit. Un instant, une silhouette entre 2 pins. Épaules voûtées, une fourrure mate contre la neige, un fusil tenu bas, mais prêt. Ce n'était pas la posture large d'un chasseur traquant sa proie. C'était une posture équilibrée, tactique. Il ne chassait pas. Il contenait. Le cœur de Stéphane battait fort dans ses oreilles. « Qui êtes-vous » cria-t-il cette fois, plus fort. « Dites quelque chose. » Silence. Puis, de la lisière du bois ombragé, une voix basse, mesurée, sans urgence. « Éloignez-vous de l'animal. » Stéphane se figea. Il parle du louveteau. Une pause. Pas de confirmation. Juste une phrase répétée, cette fois plus doucement. « Éloignez-vous. » Le louveteau laissa échapper un aboiement aigu et s'interposa entre Stéphane et les arbres, petit, mais résolu. Son corps tremblait, mais il tenait bon. La voix reprit, cette fois plus forte, comme si elle s'adressait non seulement à l'homme, mais à la nature elle-même. « Il ne vous appartient pas. » Le souffle de Stéphane embua l'air. « Il ne vous a jamais appartenu. » L'ombre bougea.
Un morceau du fusil refléta la lumière de la lune. Alors, reculez. Il ne le fit pas. Pour la première fois depuis l'apparition du louveteau, quelque chose brûla en lui. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus ancien, de protecteur. Je ne le laisserai pas ici, dit-il à voix basse. La voix des arbres resta silencieuse un moment. Alors, vous avez mal compris. Le vent tomba complètement. Stéphane serra fortement le cadre de la porte. La voix reprit, plus douce. Ce n'est pas à vous qu'on demande de reculer. Sa respiration se coupa. Alors, à qui? Un grognement guttural et grave répondit de derrière les arbres. Ce n'était pas la voix. C'était autre chose. Lourd, humide, laborieux. Le louveteau se tourna brusquement, le poil hérissé. De l'ombre émergea une autre silhouette, plus grande que la première. La neige autour d'elle bougea alors qu'elle traînait quelque chose. Ce n'était pas une proie. C'était une chaîne. Le métal raclait contre la glace, un son horrible et lent qui faisait vibrer le sol. Stéphane écarquilla les yeux. Il n'y avait pas seulement quelqu'un ici. Quelque chose avait été amené ici. Attaché, et libéré. Le louveteau émit un son qu'il n'avait jamais entendu chez un loup. La peur et la reconnaissance mêlées en une note brisée. C'est pour ça que tu étais là, murmura-t-il. Ce qui approchait entre les arbres n'était pas seulement un prédateur. Il venait pour le loup. Pas pour le tuer. Pour le reprendre. La chaîne racla de nouveau, frôlant une pierre sous la neige, lente, implacable. Chaque grattement traçait une ligne dans le silence de la clairière. Le louveteau recula d'un autre pas, glissant légèrement sur le porche verglacé. Il ne quittait pas les arbres des yeux. Quoi que ce soit qui approchait, il le connaissait. Stéphane sentit l'instinct de se retirer dans la maison de campagne, mais quelque chose le retint. Ce n'était pas du courage, c'était de la reconnaissance. Ce n'était pas une chasse sauvage. C'était quelque chose d'organisé. Une silhouette sortit partiellement à la lumière, juste assez pour que la lumière capte l'éclat du métal. Un collier. Épais, industriel. Ce n'était pas de l'équipement de chasse. C'était de l'équipement de suivi. Quelque chose bougeait derrière cette silhouette, près du sol, aux larges épaules. Mais le mouvement était étrange, pas libre. Il était contraint. Il traînait la chaîne, sa respiration lourde et saccadée, comme si ses poumons n'étaient pas habitués à ce froid. Le louveteau émit un léger gémissement, se pressant contre le poteau en bois du porche. Ses yeux étaient maintenant écarquillés, non pas de sauvagerie, mais d'une peur profonde. Mais pas pour lui-même. Son regard se portait constamment vers la lisière du bois où gisait immobile le loup blessé. Cette chaîne, murmura Stéphane. Il n'a pas été chassé ce soir. Il a été amené ici. La voix depuis les ombres répondit sans se défendre, sans colère, simplement plate. Ce n'est pas ce que vous pensez. Stéphane fit un pas en avant, malgré le poids dans sa poitrine. Alors dites-moi ce que c'est. Silence. Puis, presque comme s'il parlait à la neige, la voix répondit, tous les loups ici ne sont pas nés dans ces forêts. Une autre silhouette émergea des arbres, celle-ci plus petite, boitant, traînant une seconde chaîne métallique. Sa fourrure était inégale, clairsemée. Des cicatrices étaient visibles sous les mèches emmêlées. Ses yeux n'étaient pas normaux, trop ouverts, le blanc visible. Ce n'étaient pas des animaux libres. Ils avaient été libérés. Le louveteau gémit, un son aigu et désespéré. Il fit un pas vers eux, mais s'arrêta lorsque le plus grand loup enchaîné tourna la tête dans sa direction, et le collier métallique lui mordit le cou avec une secousse cruelle. Stéphane sentit un frisson parcourir son échine. « Vous n'êtes pas ici pour chasser, dit-il lentement. Vous êtes ici pour les récupérer. » La silhouette dans l'obscurité ne le nia pas. « Ils appartiennent à un programme d'élevage non officiel, continua-t-il, reconstituant l'histoire en parlant. Élevés, entraînés, relâchés avec des traqueurs. Introduits dans des meutes sauvages pour étudier leur comportement. » Le loup enchaînait tout ça, un son humide et saccadé. Il ne ressemblait en rien au loup qui parcourait librement la forêt. Ses mouvements étaient trop rigides, trop conditionnés. La voix de Stéphane s'éteignit. Vous les utilisez. La silhouette resta silencieuse.
Le loup enchaîné tourna la tête, et un instant, ses yeux creux et tremblants se fixèrent sur le louveteau. Il n'y avait pas de malice en eux, seulement de l'épuisement. Le louveteau descendit du porche. « Ne fais pas ça », dit Stéphane instinctivement. Mais le louveteau l'ignora. Il marcha lentement dans la neige, la tête basse, les oreilles en arrière. Il ne s'approchait pas par peur, mais par reconnaissance. Une tristesse familière. Il alla d'abord vers le loup tombé, lui donnant un petit coup de museau sur le flanc. Le loup blessé expira faiblement, levant à peine la tête. Puis le louveteau se tourna vers les loups avec des colliers, se concentrant sur leurs chaînes, le métal coupant le froid sur leur fourrure mouillée. « C'est vous qui avez fait ça », dit Stéphane, le regard fixé sur la silhouette au-delà des arbres. « Vous l'avez relâché pour qu'il le suive. Pour qu'il mène la meute. Pour qu'il rapporte des informations. » Enfin, la voix parla, calme, presque pleine de regret. « Ils ne reviennent pas tous. » Stéphane sentit une colère aiguë et propre l'envahir. « Et vous ne récupérez pas les corps. » »« Non, » dit la silhouette. « Nous récupérons ceux qui respirent encore. » Le louveteau s'interposa entre les loups enchaînés et la lisière du bois, comme pour bloquer le passage. Petit, tremblant, mais immobile. La chaîne grinça de nouveau alors que le plus grand loup en collier s'étira vers l'avant, faisant cliqueter les maillons métalliques comme des os. Stéphane fit un pas en avant, son souffle embu en l'air. « Vous ne les emmènerez pas. » Une pause. Puis le verrou du fusil cliqueta de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un avertissement. C'était un choix. Le verrou se bloqua avec un dernier cliquetis métallique. Le louveteau tressaillit, non pas à cause du son, mais de ce qu'il signifiait. Instinctivement, il se plaça devant le loup blessé pour le protéger, le corps accroupi, son petit corps tremblant de froid. Stéphane sentit le changement dans l'air. C'était l'un de ces moments où la prochaine respiration pouvait tout décider. Il éleva la voix, ferme et claire. « Baissez votre arme. » La silhouette à la lisière du bois ne bougea pas. Seul le faible reflet du canon du fusil se déplaça à travers la brume. « Ce ne sont pas vos affaires, » répondit la voix. Stéphane fit un pas en avant. La neige craqua sous ses bottes. « Maintenant, si. » Une pause. Puis, à voix basse, la voix dit « Vous ne comprenez pas la portée. » Le loup enchaînait tout ça, un son brutal et déchirant, et s'affaissa sur ses pattes avant. Sa respiration sifflait à travers le collier, comme de l'air passant dans du métal rouillé. Le louveteau poussa un cri aigu et se rapprocha. La portée. Le mot résonna dans son esprit comme quelque chose d'amer. « Vous avez mis des colliers à des animaux sauvages, » dit-il. « Vous les avez amenés ici. Vous les avez laissés saigner pour obtenir les données que vous vouliez. Et maintenant, quand ils sont cassés, vous les ramenez comme de l'équipement défectueux. » La voix ne s'éleva pas, ne se défendit pas, elle dit simplement « La faune ne se brise pas comme les humains. Elle s'adapte. » Certaines choses ne s'adaptent pas, dit-il doucement. Certaines choses souffrent, tout simplement. Le canon du fusil s'abaissa de quelques centimètres, puis remonta. Vous n'étiez pas censé voir ça, dit la silhouette. Il fit un autre pas en avant, réduisant la distance. Mais je l'ai vu. Le louveteau tourna la tête vers lui. Pas pour demander de l'aide, pas pour supplier. Une reconnaissance silencieuse et désespérée. Le loup blessé derrière lui trembla, et un son humide sortit de sa gorge. Ses pattes se contractèrent dans la neige, essayant de se lever, mais son corps ne répondait pas. Stéphane s'agenouilla à côté de lui, sans réfléchir. Sa main plana au-dessus de sa fourrure, ne le touchant pas, sentant seulement la chaleur de sa respiration saccadée. « On n'a pas besoin de vivre ici pour voir la cruauté, » murmura-t-il à la silhouette entre les arbres. « Mais on la sent quand elle est juste devant nous. » Cette fois, le fusil ne s'abaissa pas. Au lieu de cela, la voix reprit la parole. « Pouvez-vous partir ?» Il leva les yeux. Et ils ne souffriront pas longtemps. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Le louveteau grogna, un son petit et rauque, rien à voir avec l'avertissement guttural d'un loup adulte. Mais il y avait quelque chose de féroce en lui, un refus. « Vous pensez que la nature est miséricordieuse ?» dit la silhouette. Mais la nature ne pleure pas un louveteau. Elle continue.
Vous devriez faire de même. Le louveteau fit un pas en avant, pas en arrière. En avant. Il se posta entre lui et les loups enchaînés, tremblant, mais droit. Un morceau de fourrure contre un monde construit pour écraser des choses comme lui. Stéphane se releva lentement. La neige tombait autour de lui comme des cendres. La nature ne pleure pas, dit-il. Les gens, si. Un rire, non pas cruel, mais creux, s'éleva des ombres. Les gens pleurent, convint la voix. Puis ils oublient. Le fusil cliqueta de nouveau, chargeant une nouvelle balle. Et c'est pourquoi, dit la voix doucement, nous ne laissons pas les gens s'approcher de la nature. Il ne détourna pas le regard. Certaines personnes méritent d'y être. Le silence s'étira. Puis, lentement, trop lentement pour être appelé miséricorde, le loup enchaîné tenta de se relever une fois de plus. Ses pattes fléchirent. Il s'effondra, la poitrine haletante. Le louveteau se tourna brusquement vers lui, laissant échapper un son si plein de panique qu'il transperça le froid. Stéphane se précipita en avant sans réfléchir, saisissant la chaîne près du collier pour empêcher le loup de s'étouffer sous son propre poids. Le fusil se leva brusquement, pointé maintenant sur lui. Le louveteau pivota et se plaça directement entre le canon et l'homme, montrant les dents, le poil hérissé. Une ligne avait été tracée. Le doigt sur la détente se tendit. Le fusil resta pointé sur lui, le canon stable. Stéphane ne bougea pas ses mains de la chaîne autour du cou du loup. Le moindre mouvement brusque ferait serrer le collier. Il pouvait sentir le léger tremblement de la respiration de l'animal sous le métal, la façon dont ses muscles se contractaient à chaque inhalation saccadée. Le louveteau se tenait devant lui, le corps tremblant mais ferme dans sa position, ses petites pattes ancrées dans la neige comme si cela suffisait à maintenir le monde en place. De la lisière du bois, la voix reprit la parole, basse et sans hâte. Éloignez-vous. Dernier avertissement. Il ne le fit pas. Le loup enchaîné tenta de nouveau de lever la tête, mais le collier s'enfonça plus profondément. Le métal avait usé sa fourrure jusqu'à la chair vive. Chaque mouvement déchirait de vieilles blessures déjà durcies par le froid. Vous les avez rendus dépendants, dit Stéphane, son souffle visible dans l'air glacial. Vous les avez entraînés juste assez pour qu'ils suivent les ordres, pas assez pour survivre quand vous en avez eu fini. Une longue pause. La neige continuait de tomber en un voile constant entre lui et la silhouette. La forêt semblait être devenue aveugle, pas de vent, pas de branches qui craquent, seulement des respirations, des chaînes, un silence unique et chargé. La voix répondit enfin. Vous confondez observation et cruauté. Il faillit rire. Vous appelez ça de l'observation? Le louveteau grogna de nouveau, la voix se brisant à mi-chemin sous l'effort. Peu importait. Même ce grognement rauque suffisait à se propager à travers la file de loups enchaînés, comme si un instinct en eux se souvenait de ce qu'était la liberté. Derrière lui, de la porte de la maison de campagne, vint un léger craquement de bois. L'air nocturne se déplaça sur le seuil vide. Et alors, pour la première fois, Stéphane réalisa quelque chose. Le louveteau n'avait pas gardé la maison parce qu'il avait besoin de son aide. Il avait gardé sa porte pour que lui, Stéphane, n'entre pas dans ce qui l'attendait dehors. La compréhension le frappa comme un seau d'eau glacée. C'était lui, le problème ici. Pas le loup. La silhouette entre les arbres dut percevoir le changement. Dernière chance, dit-il. Reculez et partez. Vous ne comprenez pas pourquoi ces animaux ont été élevés. Stéphane garda sa voix ferme. Alors, expliquez-moi. La silhouette ne le fit pas. À la place, une voix différente, plus faible, sans autorité, appela des profondeurs de la forêt. C'était une voix masculine, jeune, incertaine. Monsieur, nous sommes en position. Prêt à votre signal. Stéphane retint son souffle. Il n'y avait pas un seul chasseur dans l'obscurité. Il y en avait plusieurs. La voix la plus proche de lui baissa le ton. Celui-ci ne repart pas d'ici. Avec ou sans collier. Le projet se termine ce soir. Le corps du louveteau se colla à ses bottes, les oreilles plaquées, la respiration rapide. Stéphane posa une main dans la neige à côté de lui. Lentement, délibérément. Il ne cherchait pas une arme. Il n'en avait pas. Il se préparait mentalement. Vous les avez entraînés pour diriger des meutes sauvages, dit-il,
pour les infiltrer, pour les attirer à votre portée. La voix ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Stéphane termina la phrase lui-même. Ou pour pouvoir éliminer la meute d'un seul coup. Il le dit à voix haute. Et la forêt, comme si elle avait entendu la vérité mise à nu, répondit par un mouvement dans l'obscurité. À droite de la lisière du bois, une douzaine de reflets faibles apparurent. Des yeux. Non, cette fois, ce n'était pas des loups. C'étaient des fusils. Des lunettes télescopiques captant la lumière de la lune. Des viseurs laser rampaient sur la neige comme des insectes rouges silencieux. Un point s'arrêta sur le loup enchaîné, un autre sur le louveteau, un autre sur lui. Une voix crépita à travers une radio, plate, mécanique, résonnant depuis plusieurs positions. Cibles acquises. Stéphane ne respirait plus. Le louveteau le regarda une fois, une seule fois. Puis, avec une soudaine étincelle d'instinct désespéré, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il tourna le dos au loup enchaîné et bondit sur lui, le faisant tomber, le plaquant contre la neige, juste au moment où le premier point rouge glissait sur sa poitrine. Quelque part dans l'obscurité, un doigt commença à presser la détente. Le monde se brisa. Un fusil détonna dans la nuit. Une seule détonation violente qui fendit le silence en deux. La neige jaillit du sol en une gerbe à quelques centimètres de l'endroit où se trouvait sa poitrine. Le corps du louveteau était pressé fermement contre lui, petit mais énergique, son cœur battant frénétiquement contre ses côtes. Stéphane n'hésita pas. Il roula, saisissant le louveteau et le rapprochant de lui alors qu'un autre coup déchirait l'air. Celui-ci toucha du métal. Des étincelles dansèrent sur la neige quand une balle frappa la chaîne près du loup tombé, brisant un maillon. Le loup enchaîné halta, toussant violemment, éclaboussant la neige de sang. Il tenta de se lever, traînant la moitié de la chaîne encore attachée à son collier. « Cessez le feu !» cria quelqu'un depuis la lisière du bois, mais tous n'obéirent pas. 3 autres points rouges apparurent sur la neige, tremblant tandis que les fusils s'ajustaient. Les viseurs laser rampaient. L'un se posa sur le loup blessé, un autre sur le louveteau, et un autre sur lui. Stéphane serra le louveteau contre sa poitrine, le protégeant de son corps. « Reste à terre !» siffla-t-il entre ses dents serrées. Depuis l'obscurité, ne laissez pas le louveteau atteindre la meute sauvage. Celui-là est imprégné. Il nous appartient. Marqué. Le mot le frappa plus profondément que le froid. Le louveteau n'avait pas été abandonné, il avait été relâché. Il n'était pas perdu, il avait été placé là. Son souffle se condensa en une expiration brusque. Vous l'avez envoyé vers eux pour les conduire dans une zone de mise à mort. La voix des ombres ne le nia pas. Nous l'avons intégré comme un leurre comportemental. Les données ont été collectées. L'objectif est atteint. Et maintenant ? demanda-t-il amèrement. Maintenant, nous récupérons notre actif, dit la voix, et nous éliminons le reste. Un grondement bas et retentissant s'éleva à côté de lui. Le loup enchaîné, à peine conscient, se traîna vers l'avant, montrant les dents dans un défi silencieux. Il n'avait plus la force de se battre, mais il se déplaça quand même vers le louveteau. Les points laser le suivirent. Cible verrouillée. Non. Chuchota Stéphane. Ne bouge pas. Un autre coup de feu retentit. Pas depuis la lisière du bois. Depuis la maison de campagne. Une balle s'écrasa dans la neige entre les positions des tireurs, soulevant un nuage de poudreuse. Un second coup rapide suivit, coupant une branche au-dessus des têtes des tireurs. Ils se baissèrent instinctivement. Puis une voix s'éleva de la porte de la maison de campagne, rauque et contrôlée. C'était Jean, le garde forestier. Il tenait un fusil qu'il devait avoir caché là en arrivant quelques jours plus tôt. Son souffle était visible, son visage sombre. « Je ne sais pas qui vous êtes. » cria-t-il vers la lisière du bois. « Mais si vous tirez encore, vous devrez répondre à autre chose qu'à la forêt. » L'homme tenant le louveteau sentit un changement, un petit changement. Certains des points des fusils hésitèrent, mais pas tous. La voix entre les arbres répondit, calme comme toujours. « Ceci n'est pas votre juridiction. » Jean ne s'y a pas. La juridiction se termine au moment où une balle touche un animal sauvage sur un terrain protégé. Le louveteau se dégagea des bras de l'homme, le regard fixé sur le loup blessé qui se traînait dans la neige.
La patte du loup blessé glissa. Il tomba lourdement, le corps convulsant. Le louveteau s'élança. Il se libéra de l'emprise de l'homme, rapide, trop rapide pour être arrêté, et courut dans la neige vers le loup blessé, un hurlement désespéré et tremblant s'échappant de sa gorge. Les points rouges se fixèrent instantanément sur son corps. Non, cria Stéphane en se lançant après lui, mais avant qu'il ne puisse les atteindre, une autre silhouette sortit des arbres. Il ne portait pas de fusil. Il portait une télécommande, un émetteur métallique avec une lumière rouge clignotante. L'homme se figea. La voix était enfin devenue visible. C'était Nicolas. Visage froid, yeux sans expression, il leva légèrement la télécommande et appuya son pouce dessus. La télécommande cliqua, un son petit, presque doux, dans l'air glacial. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis les loups enchaînés se convulsèrent. Leurs corps se secouèrent comme s'ils avaient été frappés par la foudre, les muscles tendus sous les colliers. Le blessé poussa un cri étouffé, donnant des coups de patin puissants dans la neige. L'autre, encore partiellement debout, rejeta la tête en arrière, les mâchoires serrées de douleur. Les bandes métalliques autour de leur cou pulsaient d'une faible lueur, rouge, puis blanche, puis rouge de nouveau. Chaque changement de couleur envoyait une autre vague violente le long de leur colonne vertébrale. Le louveteau glissa dans la neige, les oreilles plaquées contre sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent, la confusion se transformant en panique. Il regarda les loups, puis l'homme, puis de nouveau les loups, les pupilles dilatées, la respiration rapide et superficielle. Nicolas, la silhouette avec la télécommande, observait sans montrer la moindre émotion. « Vous m'avez demandé pourquoi ils ont été élevés, dit-il. Ils ne l'ont pas été. Ils ont été conçus. » La colère s'empara de Stéphane comme une étincelle enflammant de l'amadou sec. « Arrêtez ça. » Nicolas ne s'y a même pas. Derrière lui, la voix de Jean résonna depuis les marches de la maison de campagne, son fusil pointé. « Jetez ça. » Nicolas ne quitta pas les loups des yeux. « Si je le jette, le système de sécurité s'active. Leurs systèmes nerveux se paralyseront. Ils s'étoufferont avec leurs propres muscles. » Le souffle de Jean embua l'air. Il n'abaissa pas son arme. « Alors, posez-le. » Lentement. Le louveteau courut vers le loup blessé, le corps collé à la neige, la queue entre les pattes, mais avec un mouvement déterminé. Il atteignit la tête du loup et le poussa frénétiquement avec son museau, laissant échapper de petits gémissements doux et douloureux. Il essayait d'arrêter les spasmes, de le réconforter, de le sauver. Les yeux du loup enchaînés, autrefois ternes et vitreux, trouvèrent le visage du louveteau. Pendant un instant, quelque chose brisa la douleur. Une lueur, un souvenir, un instinct lointain qui n'avait pas été affecté par le conditionnement. Le louveteau poussa plus fort, laissant échapper un hurlement rauque qui se brisa à mi-chemin, blessé par la peur. Et puis le loup fit quelque chose que personne n'attendait. Il ne mordit pas, il ne s'effondra pas. Il bougea. À travers l'agonie, il força sa patte vers l'avant, les griffes raclant la neige alors qu'il repoussait le louveteau, loin de lui-même, loin de la chaîne, loin du danger. Il disait au louveteau de courir. La gorge de Stéphane se serra. Il sait. Nicolas parla d'une voix calme. Ils ont été conçus pour infiltrer des meutes sauvages, pour guider les alphas à portée et les maintenir dans un emplacement fixe pour leur élimination. Leurs instincts ont été modifiés pour obéir au signal avant le sang. La loyauté, redirigée. Mais il le choisit toujours, lui, dit Stéphane, la voix brisée. Parce qu'il fonctionne mal, répondit Nicolas comme s'il donnait le bulletin météo. L'interférence de la douleur altère la conformité comportementale chez certains sujets. Elle sera réinitialisée une fois qu'il s'effondrera. Il leva de nouveau la télécommande, le pouce suspendu en l'air. La voix de Jean trancha le froid. Assez. De la porte de la maison de campagne, un coup de feu claqua, creusant un trou dans la neige à quelques centimètres des bottes de Nicolas. Un avertissement. Nicolas le regarda enfin. « Vous croyez que c'est de la cruauté ?» dit-il. « C'est de la contention. Une nature contrôlée. Un monde où tous les risques restent prévisibles. » Les loups enchaînés se convulsèrent alors qu'une autre décharge parcourait leur collier. Le louveteau chancela, trébuchant presque sur ses propres pattes alors qu'il essayait de les atteindre de nouveau. « Arrêtez ça !» cria Stéphane.
Le pouce de Nicolas s'enfonça à mi-course. Puis un nouveau son se propagea dans la forêt. Un hurlement. Long, ascendant, profond. Il ne venait pas des loups enchaînés. Il venait de la crête. Il déferla à travers les arbres comme un orage sourd, ancien et ininterrompu. Un appel. Un second répondit, puis un troisième, puis d'autres, en couches harmonisées, un chœur de voix sauvages s'élevant à l'unisson. La forêt bougea. La neige tremblait sur les branches alors que des silhouettes apparaissaient, des loups, des dizaines d'entre eux, émergeant des hauteurs comme une ombre ondulante. Des yeux s'allumèrent en rangée le long de la crête, captant la lumière de la lune, jusqu'à ce que la lisière du bois brille comme un champ de braise. Ils n'étaient pas domestiqués. Ils n'avaient pas de collier. Ils étaient sauvages. Ils n'attaquèrent pas. Ils restèrent immobiles, silencieux, disciplinés, observants. La terre sous eux semblait s'incliner légèrement sous leur poids. Le louveteau se tourna, le souffle court, et les fixa. Puis il regarda les loups enchaînés, puis l'homme, pris entre deux mondes. Les loups sauvages n'avancèrent pas, mais leurs yeux froids, fixes, ancestraux suivaient chaque mouvement des animaux enchaînés. Un loup âgé, plus grand et plus sombre que les autres, descendit lentement la pente, ses pattes s'enfonçant dans la neige avec une assurance majestueuse. Ils ne vont pas attaquer, chuchota Stéphane. Ils attendent, répondit Jean, attendent de voir comment cela se termine. Le loup enchaîné, à peine conscient, leva la tête vers la meute. Quelque chose comme de la honte se refléta dans sa posture, une soumission tremblante. Puis, avec un son qui pouvait à peine être qualifié de grognement, il détourna la tête. Non pas vers la forêt. Vers le louveteau. Lentement, douloureusement, le loup enchaîné se traîna vers l'avant, centimètre par centimètre, utilisant ses dents pour s'accrocher à un morceau de neige afin de déplacer son corps affaibli entre le louveteau et les hommes armés. Il n'avait pas la force de se battre, mais il pouvait encore choisir où tomber. Nicolas se tendit. Ça, dit-il à voix basse, ce n'était pas dans sa programmation. Stéphane expira, le souffle court. Parce que ce n'est pas programmé. C'est choisi. Le louveteau poussa un dernier cri tremblant, et avec ses dernières forces, le loup enchaîné mordit la chaîne qui le liait encore, grinçant des dents contre l'acier jusqu'à ce que des étincelles jaillissent. Le métal craqua, puis se rompit. Les lumières du collier clignotèrent. Une fois, deux fois. Le signal était perdu. Nicolas releva brusquement la tête, les yeux froids. Vous n'auriez pas dû faire ça, dit-il. Il appuya à fond sur la gâchette. La télécommande émit une impulsion lumineuse aiguë. Les colliers des loups brillèrent d'un blanc intense, puis d'un rouge plus profond qu'auparavant. Une secousse violente parcourut leur corps. Le loup enchaîné qui venait de briser son maillon se convulsa, les pattes bloquées, le souffle s'échappant de sa poitrine en un halètement saccadé. Le louveteau hurla. Un son aigu et rauque, comme un cri coupé en deux. Il tenta de pousser contre le flanc du loup, mais l'onde de choc le repoussa, ses griffes grattant la glace. « Arrêtez !» cria Stéphane, la voix brisée par la fureur. « Vous allez le tuer !» La réponse de Nicolas fut froide et sèche. Il a rompu son lien. Il n'appartient plus à aucun système. Cela en fait une perturbation. Le louveteau se jeta de nouveau en avant. Une autre impulsion. Son petit corps se secoua, et ses pattes arrière s'effondrèrent. Il tremblait, mais ne recula pas d'un centimètre. Jean tira, sa balle frappant la neige à quelques centimètres de l'homme à la lisière du bois. « Coupez le signal ou je vous abats », avertit-il. Nicolas, avec la télécommande, ne broncha pas. « Si je coupe le signal, le collier entrera en mode de neutralisation terminale. Tous les sujets se bloqueront et s'étoufferont. Est-ce ce que vous voulez ?» Les loups sauvages sur la crête grognèrent, les oreilles baissées. Ils se tenaient comme un mur vivant, la tension palpable entre leurs rangs. L'alpha, à l'avant, fit quelques pas de plus en arrière. La lumière de la lune découpait sa colonne vertébrale comme une épée d'argent. Le corps du loup enchaîné bascula sur le côté. Pourtant, il poussa avec une patte avant, se traînant juste assez pour maintenir son corps entre le louveteau et les hommes. Le sang s'étendit sur la neige de lentes veines ramifiées. Stéphane fit un pas en avant, les jointures blanches. « Vous avez dit que l'observation n'était pas de la cruauté. Alors regardez-le. » Pendant un moment, personne ne bougea.
Le louveteau baissa la tête et pressa son front contre la poitrine du loup, gémissant la mâchoire serrée, alors qu'une autre vague parcourait l'écolier. Il tremblait, les yeux fermés, mais ne s'éloigna pas. Stéphane retint son souffle. Il ne l'abandonnera pas. Nicolas, avec la télécommande, pencha la tête, les étudiants. Il devrait. La survie dicte la séparation. Il ne choisit pas la survie, dit Stéphane. Il choisit la loyauté. Silence. Le vent soufflait entre les arbres, projetant de fines couches de neige à travers la clairière. La meute de loups restait immobile sur la crête, des yeux comme sans feu de camp. Le louveteau se pressa plus fort contre le flanc du loup enchaîné et laissa échapper un hurlement bas et tremblant. Non pas un appel à la chasse. Un appel au deuil. Le hurlement parcourut la neige comme un câble tiré à travers la terre. Les yeux du loup enchaîné s'ouvrirent. Juste un instant, il croisa le regard du louveteau. Le tremblement de son corps ralentit, non pas parce que la douleur avait cessé, mais parce que quelque chose d'autre l'avait ancré. Un dernier acte de présence. L'indicateur rouge de la télécommande atteignit sa dernière barre. Une impulsion de plus et les colliers se verrouilleraient de façon permanente. Le pouce de Nicolas se stabilisa. Le protocole se termine ici, dit-il doucement. Il commença à presser. Puis un coup de feu retentit. Mais il ne venait pas de Jean. Il venait de quelque part derrière la meute sauvage. Un tir contrôlé et précis. La télécommande vola en éclats dans la main de Nicolas, des étincelles jaillissant des circuits brisés. Il recula en titubant, surpris, la neige craquant sous ses bottes. Les lumières des colliers clignotèrent violemment, puis s'éteignirent. Les loups enchaînés s'effondrèrent, tombant de tout leur poids sur la neige comme des arbres abattus. La meute sauvage n'attaqua pas. Ils restèrent là, observant, attendant. Dans le silence qui suivit, le louveteau se blottit autour de la tête du loup tombé, pressant son corps contre lui, comme pour le protéger d'une douleur qui était déjà passée. Personne ne parla. Le souffle se condensait dans le froid comme la fumée d'un feu éteint. Puis, de la crête, une nouvelle silhouette sortit à la lumière de la lune, le fusil baissé, la respiration calme. Ce n'était pas un garde forestier, pas un braconnier, il ne faisait partie d'aucune unité présente. Et tous les loups tournèrent la tête vers lui en une silencieuse reconnaissance. C'était Pierre. Il traversa la ligne de loup comme un homme parcourt un chemin qu'il connaît par cœur, sans lever son fusil, sans peur dans ses pas. Ses bottes se déplaçaient fermement dans la neige, laissant des empreintes nettes et délibérées, comme si chaque foulée avait déjà été faite dans un autre hiver, sous une autre lune. Les loups s'écartèrent pour le laisser passer, sans nervosité ni agressivité. Ils changèrent simplement de posture, acceptant sa présence avec la même reconnaissance silencieuse qu'ils accorderaient à une rivière traversant leur terre. Il ne leur donna aucun ordre. Il se déplaçait avec eux, une ombre parmi leurs ombres. Jean, toujours posté près de la porte de la maison de campagne, baissa légèrement son fusil. La confusion traçait des lignes sur son visage. « Qui est-ce » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Stéphane, à côté du louveteau, ne répondit pas. Les mots semblaient trop petits pour ce moment. Il ne pouvait qu'observer Pierre descendre de la crête, le souffle des loups s'élevant autour de lui comme la brume de la terre sauvage. Même le froid ne semblait pas l'atteindre. La neige couvrait son manteau mais fondait avant de s'y accrocher. Son fusil pendait nonchalamment d'une main, le canon encore chaud du tir qui avait détruit la télécommande. Ce n'était pas un fusil de contention. La crosse était usée, la poignée moulée par des années d'utilisation. Cette arme avait une histoire, non pas avec des sceaux gouvernementaux ou des numéros de catalogue, mais avec la survie. Nicolas fit un pas en arrière, ses bottes craquant à un rythme irrégulier, une démarche qui trahissait son malaise. « Vous n'êtes pas assigné à ce déploiement, dit-il, les mots tendus et contrôlés. » Pierre ne lui prêta aucune attention. Il passa devant les loups et entra dans la pleine lumière de la clairière. Des flocons de neige se posèrent sur ses épaules, et pour la première fois, l'insigne sur son col fut visible. Vieux, décoloré, à moitié couvert par des coutures usées. Il ressemblait à un symbole des forces de l'ordre, mais plus ancien, retiré, comme une relique d'une division dissoute avant que la plupart des hommes présents ne soient nés. Une division qui ne répondait pas à ceux qui donnaient actuellement les ordres. J'en fis un autre pas prudent en avant. « Identifiez-vous » dit-il d'une voix calme mais autoritaire.
Silence. L'attention de Pierre n'était pas portée sur les armes ou les avertissements. Il marcha directement vers le loup enchaîné qui gisait affalé dans la neige. Il s'accroupit, avec le mouvement prudent et patient de quelqu'un qui comprenait la douleur, non pas comme un observateur, mais comme quelqu'un qui l'avait enduré. Il posa sa main gantée, non pas pour examiner ou retenir, mais pour offrir un poids, un contact qui donnait une stabilité. Le loup tressaillit sous sa paume. Sa respiration ralentit. Elle ne devint pas plus facile, mais plus stable, comme si sa seule présence lui rappelait qu'il y avait quelque chose au-delà de la douleur. Le louveteau rampa de quelques centimètres en avant, toujours collé à la poitrine du loup, son petit corps tremblant. Pierre ne le repoussa pas. Il le laissa se reposer contre lui, laissant le louveteau appuyer son poids tremblant sur son bras, comme s'il avait besoin de quelque chose sur quoi s'appuyer pour continuer à respirer. Ce n'est qu'alors qu'il leva la tête et regarda de l'autre côté de la clairière, d'abord vers Stéphane, puis vers Jean, puis vers les techniciens de contention, et enfin vers Nicolas, dont la télécommande gisait brisée dans la neige comme un nerf sectionné. Il a choisi, dit-il d'une voix calme mais résonnante, hochant une fois la tête vers le loup enchaîné. Son ton ne transmettait ni débat ni émotion, mais la vérité. Et la nature l'a reconnu. Nicolas serra la mâchoire. Vous n'avez aucune autorisation pour annuler cette opération. Le regard de Pierre ne bougea pas. Le protocole n'est pas au-dessus de l'instinct. L'un des techniciens de contention, un jeune homme nommé Lucas, plus jeune et plus instable, murmura « C'est quoi, cette division ?» Mais Jean ne fit pas écho à sa question. Au lieu de cela, il observait avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, une connaissance enfouie qui s'agitait sous le souvenir. Pierre se releva lentement. Il ne portait aucun badge de juridiction, aucun dossier d'ordre, aucune identification biométrique. Pourtant, les loups sauvages sur la crête baissèrent la tête, non par peur, mais dans un geste plus ancien que toute règle imprimée sur papier. Un respect ancien et instinctif. Jean humecta ses lèvres, sa voix baissant de ton. Vous êtes venus les emmener. Pierre regarda le louveteau, puis le loup mordu par la chaîne qui saignait sur la neige. Sa réponse fut douce, comme un soupir s'échappant d'une poitrine qu'il avait retenue longtemps. Je ne suis pas venu prendre quoi que ce soit. Ses yeux se posèrent brièvement, avec précision, sur Nicolas. Je suis venu rendre ce qui n'aurait jamais dû être pris. Une rafale de vent traversa alors la clairière, soulevant la neige poudreuse en une nappe ondulante. Elle tourbillonna autour des loups, autour de Pierre, autour de la chaîne mourante qui gisait brisée dans le givre. Le monde sembla expirer, comme si un souffle longtemps retenu dans la forêt avait attendu cette phrase. Nicolas recula d'un pas, un seul. Sa voix se tendit. Vous n'avez aucune autorité pour parler au nom du projet. Pierre leva un seul doigt. Il ne le pointa pas sur Nicolas. Il le pointa vers les loups. L'alpha de la meute sauvage. Une créature énorme avec des cicatrices qui couvraient son museau comme de la pierre érodée. Il fit un pas lourd en avant, puis un autre. Chaque pas s'enfonçait profondément dans la neige avec le poids du commandement. Ses yeux brûlaient, clairs et vifs, non pas sauvages, mais sages. Il atteignit la base de la crête et s'arrêta, attendant. Un par un, le reste de la meute descendit autour de lui, silencieux comme de la cendre qui tombe. Ils formèrent un cercle autour des loups blessés et du louveteau. Ne s'approchant pas, ne chassant pas. Protégeant. Les loups à l'extérieur du cercle observaient les humains, la tête basse, les épaules tendues, n'attaquant pas encore, mais prêts. La clairière ne ressemblait plus à un champ de bataille. Elle ressemblait à une salle de tribunal. La voix de Pierre résonna de nouveau, s'adressant non pas à un seul homme, mais à tous ceux qui avaient marché sur la neige. Vous les avez amenés ici. Vous leur avez mis le collier. Vous les avez forcés à diriger ce qu'ils étaient nés pour suivre. Nicolas déglutit, le souffle court. Il ne dit rien. Ils ont brisé votre chaîne, continua Pierre, sa voix stable comme un roc. Maintenant, laissez-les briser votre ligne. Silence, dense, lourd. Le genre de silence qui ne vient pas de l'absence de son, mais de tous les êtres vivants attendant un verdict. Enfin, les loups bougèrent, non pas avec agressivité, mais avec invitation. L'alpha se tourna légèrement, créant une brèche dans le cercle, juste assez large pour que deux corps exactement puissent passer. Le louveteau hésita, tremblant, la respiration toujours saccadée. Il regarda la rangée de loups,
la brèche qui l'attendait, puis se tourna vers Stéphane. Leurs yeux se rencontrèrent. Ouverts, interrogateurs, incertains. Ne demandant pas à être sauvés, juste une permission. La neige piquait les yeux de Stéphane, ou peut-être était-ce autre chose. Il déglutit pour combattre le froid dans sa gorge et hocha une fois la tête. Va. Le louveteau cligna lentement des yeux, comme s'il avait besoin de ce mot pour traduire quelque chose en lui. Puis, doucement, il pressa sa tête contre le museau du loup enchaîné avec une poussée douce et tremblante, comme pour le convaincre de bouger. Le loup ne se leva pas. Il n'en avait pas la force. Mais il bougea, traînant son corps brisé vers l'avant, centimètre par centimètre, suivant l'exemple du louveteau. Chaque traction laissait une tache rouge-noire sur la neige, mais il gardait la tête haute, le regard fixé sur la meute. Les loups à l'entrée s'écartèrent encore plus. Ils n'attendaient pas le loup le plus fort, ni le plus rapide. Ils attendaient celui qui avait choisi. Pierre s'écarta alors qu'il passait. Il ne les toucha plus. Il observa simplement en silence tandis que le louveteau et le loup blessé franchissaient le seuil entre la lumière et l'ombre, et étaient acceptés. Les loups ne se précipitèrent pas pour les saluer. Ils refermèrent lentement le cercle autour d'eux, la tête inclinée. Un loup plus jeune s'avança et toucha du museau la cicatrice du collier du loup blessé. Un autre frôla le flanc du louveteau, comme une reconnaissance silencieuse de quelque chose de nouvellement gagné. Non par le sang, par le choix. Jean laissa échapper son souffle, comme un homme libéré d'un fardeau. Stéphane, à ses côtés, sentit quelque chose se tendre et se détendre dans sa poitrine en même temps. Nicolas fit un autre pas en arrière, les yeux écarquillés par quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir cette nuit-là. La peur. Pas des dents. D'être sans importance. Pierre se retourna une fois de plus, sa silhouette encadrée par la neige et la lumière de la lune. Cette fois, il ne parla pas. Ce n'était pas nécessaire. Tout ce qui devait être dit avait déjà été décidé dans la neige. La neige tombait maintenant plus fort, estompant les contours, atténuant les couleurs, transformant chaque forme en ombre et en souffle. Les loups maintenaient leur cercle, le corps bas, les yeux brillants. Le louveteau et le loup blessé restaient à l'intérieur, enveloppés dans la quiétude de la meute. Pierre resta près de la brèche, vigilant, stable comme la crête. Nicolas fixa la télécommande cassée, la poitrine haletante. Pendant un instant, rien ne bougea. Puis sa main glissa à l'intérieur de son manteau et en sortit avec quelque chose de petit et de noir. Pas une arme. Un émetteur de secours. Le pouce en position. Jean cria, « Ne faites pas ça !» Il appuya. Rien. L'unité clignota 2 fois, cherchant un signal. Elle ne trouva que le silence et s'éteignit. Le visage de Nicolas se durcit. Il jeta l'appareil inutile dans la neige et sortit un pistolet. Jean pointa immédiatement son fusil. La tension entre eux s'intensifia jusqu'à un souffle de la rupture. Pierre ne leva pas son arme. Il secoua la tête une fois vers Jean. Pas encore. Nicolas fit un pas vers les loups. Écartez-vous, dit-il. Bougez. Personne ne bougea. Il leva le pistolet, non pas vers la meute, mais vers Stéphane, près du porche. Vous, sortez de la ligne de mire. Stéphane ne s'écarta pas. Le louveteau tourna la tête au son de sa voix et fit un petit pas vers lui, indécis. Ne fais pas ça, chuchota Théil. La voix de Pierre traversa le froid, le silence, l'immobilité absolue. Si vous tirez à l'intérieur de ce cercle, vous ne quitterez pas cette clairière vivant. La main de Nicolas trembla une fois, puis se stabilisa. J'impose des résultats, pas des superstitions. Il visa le loup blessé. Le vent siffla le long de la crête, poussant la poudreuse en un voile bas sur le sol. L'alpha sauvage leva la tête, les oreilles dressées, la queue immobile. 2 loups plus jeunes se déplacèrent pour flanquer le louveteau, se pressant contre lui, formant un mur vivant. Jean changea de position, respirant bruyamment. Baissez-la. Maintenant. Pendant une seconde, le pistolet s'inclina. Puis Nicolas le releva brusquement. Un coup de feu retentit. Mais ce n'était pas Jean. Une seule balle siffla dans la nuit et transperça la manche de Nicolas, lui effleurant la chair. Il cria et trébucha, laissant tomber le pistolet dans la neige. Pierre n'avait toujours pas levé son fusil.
Il avait tiré depuis le côté de son manteau, sans lever le canon au-dessus de son genou. Il fit un pas en avant, la voix calme. Partez. Nicolas se serra le bras, les yeux exorbités. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucune autorité. C'est à moi. Ce n'est pas à vous, dit Pierre. Rien de tout cela n'est à vous. Le regard de Nicolas se posa sur le pistolet dans la neige, puis sur Jean, puis sur Stéphane. Il prit une décision rapide. Il se jeta sur l'arme. L'alpha sauvage bougea le premier. Il ne sauta pas à sa gorge. Il frappa son poignet d'un mouvement si rapide qu'il semblait être le vent. Les dents mordirent le métal, pas la chair, et envoyèrent le pistolet voler sur la pente. Il disparut dans la neige avec un léger sifflement. Nicolas resta figé, la main suspendue dans les airs. L'alpha ne rugit pas. Il se tint juste à l'endroit où le pistolet avait été et le regarda avec des yeux froids comme le fer. Le message était simple. Non. Nicolas recula, pas à pas, titubant, le souffle court. Il atteignit la lisière du bois et s'arrêta. Derrière lui, de faibles lumières clignotaient. D'autres bougeaient. Les derniers membres de son unité, attendant un ordre. Il leva la main pour signaler la retraite. Puis il l'abaissa. Pas de retraite. L'orgueil lui fit serrer la mâchoire. Il se retourna, mit ses mains en coupe et siffla 3 notes courtes dans l'obscurité. La neige fut secouée des branches. Des silhouettes bougèrent. Pas des loups. Des hommes. 2 sortirent, chacun portant de l'équipement. Des filets, des perches, une mallette. Une mallette qui brillait d'un logo trop propre pour la nature. Ça se termine maintenant, dit Nicolas. Déployez l'arc. Sortez-les de là. Ils avancèrent avec des pas prudents, s'étendant en une ligne comme une porte qui se ferme. La meute se resserra. Le louveteau se rapprocha du loup blessé, le museau contre sa joue. Doux, urgent. Attendez, dit Pierre, à personne et à tout le monde. Jean le regarda. Ils vont pousser le cercle. Nous ne pouvons pas en contenir autant sans tirer. Nous n'aurons pas besoin de tirer, dit Pierre. Comment? Chuchota Jean. Parce que la nature sait comment fermer une porte. Un craquement traversa les arbres, aigu et net. Pendant une seconde, cela sonna comme un autre coup de feu. Ce n'en était pas un. Une branche, épaisse comme le torse d'un homme, céda sous le poids de la glace et s'écrasa dans la neige entre la ligne d'hommes et les loups. Un nuage de givre s'éleva comme la fumée d'une explosion. Les hommes tressaillirent. Même Nicolas sursauta. Un autre craquement. Une deuxième branche tomba, plus près de l'arc. Le vent souffla avec force à travers le col de la crête, tranché par la forme du terrain, comme une main façonne le parcours d'une épée. Les accumulations de neige commencèrent à glisser en couches. D'abord lentement, puis plus vite, remplissant les creux, lissant les empreintes. Le terrain changeait de forme sous leurs pieds. Reculez! Cria l'un des hommes. Si on recule, on sera coincé. Ils hésitèrent. L'arc se brisa. Les loups ne bougèrent pas. Ils laissèrent la forêt faire la poussée. Nicolas grogna et avança seul, la poitrine haletante, les yeux fixés sur le louveteau à l'intérieur du cercle. Ce n'était plus le loup brisé maintenant. C'était le louveteau. La partie intacte. Il s'approcha. Toi. Viens. Le louveteau ne bougea pas. Tu es conditionné, siffla-t-il. Réponds. Viens. Le louveteau leva la tête et émit un son qu'aucun entraînement n'avait couvert. Un petit grognement régulier. Ce n'était pas de la rage. C'était du rejet. Nicolas fit un pas de plus. Sa botte s'enfonça profondément. Il tenta de la libérer et ne put le faire. La neige le tenait par la cheville. Il tira plus fort, perdant l'équilibre. L'alpha fit un pas lent en avant jusqu'à ce qu'ils soient à une longueur de corps l'un de l'autre. Il baissa la tête et laissa son souffle baigner les mains de Nicolas, le souffle chaud et lourd d'une créature avec 1000 hivers dans ses os. Nicolas le regarda dans les yeux et comprit enfin quelque chose qui n'avait sa place sur aucun graphique. Il n'avait jamais été aux commandes. Il avait seulement été toléré. Dites-leur de reculer, chuchota-t-il à Pierre,
la voix tremblante. Dites-leur de reculer et je. On ne négocie pas avec une meute, dit Pierre. Et on ne négocie pas avec une décision déjà prise. Le loup blessé bougea à l'intérieur du cercle. Sa poitrine se souleva. Il trouva un dernier souffle. Il regarda le louveteau et cligna lentement des yeux, comme un dernier petit signe de tête. Le louveteau pressa son front contre le sien. Stéphane réalisa alors pourquoi le louveteau avait dormi sur son porche, pourquoi il n'avait jamais franchi le seuil, pourquoi il avait fixé les arbres, le dos tourné à la porte, chaque nuit. Il n'avait pas demandé de nourriture. Il l'avait gardé à l'intérieur. Il l'avait sauvé de sortir dans la tempête. La compréhension le transperça comme un verre propre. Il pensait qu'il s'occupait de quelque chose de perdu. C'est le perdu qui s'occupait de lui. Ses yeux s'emplirent de larmes avant qu'il ne s'en rende compte. Il plaqua sa main sur sa bouche, mais le son s'échappa quand même, un soupir rauque qui se détacha de l'endroit où la peur et la gratitude cohabitent. Nicolas vit l'homme s'effondrer et sourit, un petit sourire méchant. De rien, dit-il. Il est resté en vie parce que nous l'avons programmé pour. Il a appris de vous, a appris votre routine, s'est ancré à votre porte parce que cela rendait le schéma plus facile à suivre. Nous n'avons pas seulement fait un leurre. Nous avons fait une serrure. Stéphane secoua la tête, les larmes chaudes sur sa peau froide. Non. Vous avez fait une règle. Il a fait un choix. Il regarda de nouveau le louveteau. Tu es revenu chaque nuit pour que je ne sorte pas. Tu m'as gardé dans la lumière. Le louveteau leva la tête comme s'il comprenait le sens, sinon les mots eux-mêmes. Il le regarda longuement, et dans ce regard, Stéphane vit la vérité la plus simple qu'il ait jamais connue. Il avait été aimé par quelque chose qui ne lui devait rien. La voix de Pierre s'adoucit. Maintenant, laisse-le aller là où cet amour le mène. Nicolas tira une dernière fois contre la congère et libéra sa botte. Il attrapa derrière lui, ouvrit la mallette brillante et en sortit un lanceur compact avec une crosse pliable. Un pistolet à filet. Courte portée, haute puissance. Il le leva vers le louveteau. Jean cria, à terre. Pierre ne cria pas. Il bougea. Tout se passa en un souffle. Le lanceur toussa, fort et puissant. Le filet explosa vers le cercle, les pois sifflant. Les loups bondirent, non pas vers le filet, mais le long de celui-ci. 4 corps coulant comme de l'eau pour frapper les pois et tordre les cordes. Le filet glissa, tourna et frappa la neige près du louveteau, s'en mêlant autour des jambes de Nicolas alors que les pois se tendaient. Il tomba lourdement et glissa sur la pente, criant, le lanceur arraché de ses mains. Les loups ne le touchèrent pas. Ils laissèrent la gravité et les mauvaises décisions faire le travail. 2 des hommes de l'arc coururent pour le sortir. Pierre leva enfin son fusil, non pas pour leur tirer dessus, mais pour tirer 3 coups nets dans la tempête, juste au-delà de leurs bottes. Chaque tir brisa une couche de glace et envoya un mur de neige poudreuse sur le sentier. Ce n'était pas une avalanche. C'était un saut. Le chemin derrière eux se remplit, comme une blessure qui se referme. Partez, dit Pierre. Prenez vos mallettes. Laissez les colliers. Laissez le terrain tel que vous l'avez trouvé. Les 2 hommes sortirent Nicolas. Il toussait, le visage pâle sous le choc, les yeux brillants d'un dernier lambeau d'orgueil. Il regarda une dernière fois le cercle, le louveteau, le loup blessé qui tentait de se lever. Tirez-leur dessus, dit-il d'une voix rauque aux hommes derrière lui. Tirez-leur dessus à tous. Personne ne bougea. Jean baissa son fusil. Nous avons terminé ici. Nicolas le fixa. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je n'ai pas à le faire, dit Jean. Regardez autour de vous. Ils le firent. Tous les chemins avaient changé. La neige s'était accumulée dans les creux. La piste qu'ils avaient laissée avait disparu. La neige couvrait leurs traces comme si la forêt refusait de se souvenir. Les loups n'avancèrent pas, ne se rengorgèrent pas. Ils retournaient déjà à ce qui comptait. À l'intérieur du cercle, le loup blessé tenta de se relever une dernière fois. Ses pattes avant se stabilisèrent, ses pattes arrière tremblaient. Il fit un pas, puis un autre, guidé par le louveteau qui le poussait à l'épaule. La meute bougea avec eux, s'ajustant, faisant de la place. Chaque mouvement disait ce qu'aucune langue humaine ne pouvait exprimer. Avec nous. Avec nous.
Avec nous. Stéphane s'essuya les yeux d'une main tremblante. Le monde devint flou, puis clair. Il fit un pas vers le cercle, s'arrêta à la ligne et inclina la tête. Non pas pour adorer. Pour remercier. Pierre l'observa, puis regarda Jean. Apporter les mallettes sur le porche. Documenter les colliers. Brûler les étiquettes. Jean hocha la tête et se mit en mouvement. Les deux hommes de l'arc ramassèrent silencieusement leur équipement tombé. Personne ne regarda Nicolas pour des ordres. Il n'était plus qu'une autre silhouette dans la neige. Pierre s'approcha de Stéphane. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-il. »« J'ai failli ne pas le faire, » chuchota Stéphane. « Vous l'avez fait, » dit Pierre. « Et eux aussi. » L'alpha sauvage leva la tête et émit un son grave et résonnant. Pas un hurlement. Un son comme une cloche sous la terre. La meute se tourna à l'unisson vers les arbres. Le louveteau s'arrêta au bord du cercle et regarda en arrière, vers la maison de campagne, vers la porte, vers l'homme sur les marches du porche. Pendant un instant, le monde se réduisit à deux formes dans la neige tombante, se regardant à travers une ligne qu'il s'était empêché de franchir. « Va » répéta Stéphane, plus doucement. Le louveteau cligna des yeux et se retourna. Il appuya son épaule contre le loup blessé. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans les arbres. La meute suivit, la queue basse, en silence, tandis que la neige effaçait leurs traces aussi vite qu'ils les laissaient. Le silence se fit. Puis le vent reprit, plus doux maintenant, comme un long soupir enfin libéré. Jean revint sur le porche avec les mallettes. « Et s'ils reviennent » demanda-t-il. « Ils ne reviendront pas, » dit Pierre. « Pas comme ça. »« Et lui » demanda Jean, faisant un signe de tête vers Nicolas. Pierre regarda l'homme dans la neige, maintenant petit, les mains vides et serrées. « Il écrira un rapport, » dit-il. « Et la neige l'effacera. » Stéphane, sur le porche, déglutit. « Ils survivront ?»« Ils feront plus que survivre, » dit Pierre. « Ils se souviendront. Et ils décideront. » Pierre se retourna pour partir, reculant vers le sentier de la crête. Les loups étaient déjà loin dans l'obscurité. Il s'arrêta une fois au pied de la pente et regarda Stéphane. « Vous m'avez demandé pourquoi il dormait sur votre porche, » dit-il. « Maintenant, vous le savez. » Stéphane hocha la tête, les yeux à nouveau brûlants. « Il m'a empêché de franchir la ligne. » La bouche de Pierre se courba presque en un sourire. « Et vous l'avez empêché de retourner dans la cage. » La neige tombait entre eux comme des cendres. Pierre toucha de deux doigts le bord de sa capuche, dans un geste plus ancien que les uniformes, et s'enfonça dans l'obscurité. La dernière forme à disparaître fut la crête elle-même, retournant au silence. Stéphane resta sur le seuil longtemps après que tout le monde soit parti. Il écouta la tempête, le poêle, les petits bruits qu'une maison de campagne fait quand elle recommence à se réchauffer. Puis il entra et ferma la porte, sa main posée sur le bois que le louveteau avait protégé de toute sa petite vie. Il appuya son front contre elle et se laissa enfin pleurer. Pas de peur. De compréhension. Dehors, la nature sauvage bougeait comme elle l'avait toujours fait. Dedans, le feu prenait, lentement et sûrement, comme la lumière envahit une pièce sans demander la permission. Et dans les arbres lointains, cachés de la vue humaine, la piste d'une meute était tracée comme une nouvelle rivière sous la neige. Le loquet de la porte s'enclencha doucement. Maintenant, la nuit pouvait passer, et le matin pouvait venir. L'aube glissa lentement sur la crête, peignant la neige d'une pâle lumière bleue. Le monde semblait changer, non pas par le bruit, mais par tout ce qui était devenu silencieux. La piste laissée par les loups s'estompait déjà, leurs empreintes se remplissant de poudreuse jusqu'à ressembler plus à des ombres qu'à des traces. Bientôt, il n'y aurait plus aucun signe de leur passage, à l'exception du sang sur la neige et du souvenir d'une décision qu'aucun humain ne pourrait défaire. Stéphane se tenait sur le porche, son manteau bien serré, les yeux fixés sur la lisière du bois où la meute avait disparu. La maison de campagne derrière lui palpitait de la faible chaleur d'un feu qui se réveillait. La fumée s'élevait de la cheminée comme un mince ruban gris s'enroulant dans le ciel froid du matin. Jean finit de sceller l'une des boîtes de contention et la plaça à côté des autres sur le porche. Il fit une pause et regarda vers les arbres avec une expression qui contenait plus de questions qu'il n'en prononcerait jamais à voix haute. Les techniciens de contention se déplaçaient en silence, ramassant ce qui restait de leur équipement.
plus personne ne criait d'ordre. Nicolas, le bras bandé, les yeux cernés, ne parlait pas. Il se tenait plus en retrait, à l'écart de ses propres hommes, observant la neige recouvrir les dernières marques de traînées où il était tombé. Il semblait plus petit à la lumière du jour. Pierre était parti. Il n'y avait aucune trace de son passage, pas d'empreinte, juste une légère dépression dans la neige où il s'était tenu, qui s'adoucissait déjà à chaque flocon qui tombait. C'était comme si la forêt l'avait repris au moment où son travail ici était terminé. « Vous allez le signaler ?» demanda Jean à voix basse, sans quitter les arbres des yeux. Stéphane ne répondit pas immédiatement. Il observait la lisière du bois, attendant un éclair de mouvement qu'il savait ne pas venir. « Non, dit-il enfin doucement. Il y a des choses qui ne devraient pas figurer dans les rapports. » Jean hocha la tête une fois. C'était suffisant. Ils restèrent là un moment de plus, sans parler. Le monde semblait plus mince d'une certaine manière, comme si une couche de quelque chose d'artificiel avait été enlevée, et ce qui restait était brut et honnête. La neige sous leurs pieds craquait doucement alors que le vent changeait de direction. Stéphane descendit du porche et marcha jusqu'à l'endroit où le cercle de loup s'était tenu. La neige y était perturbée, mais pas de manière chaotique. Elle avait la forme de quelque chose d'ordonné, d'intentionnel. Un conseil. Un adieu. Il s'agenouilla lentement, laissant son gant frôler l'une des empreintes qui s'estompaient, plus petite que les autres, légère, prudente. Celle du louveteau. Pendant un moment, il pouvait presque le revoir là, blotti sur le porche sous la lumière de la lanterne, la neige s'accumulant sur son dos, et ses yeux dorés, reflétant la lueur de la fenêtre de la maison de campagne. Toujours le dos à la porte. Toujours tourné vers la forêt. Il comprenait maintenant. La voix de Jean parvint doucement derrière lui. La plupart des gens vont dans la nature en pensant que c'est quelque chose de lointain. Quelque chose qu'ils visitent. Stéphane se releva, secouant la neige de sa main. Son regard resta fixé sur les arbres. La réponse de Jean fut calme. Et puis, s'ils ont de la chance, la nature leur rend visite. Il ne sourit pas, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui dénotait une sorte de révérence. Les camions de contention démarrèrent un par un, rugissant dans le froid. Les hommes chargèrent les dernières caisses. Personne ne jeta un dernier regard à la maison de campagne. Ils laissèrent les colliers cassés, enterrés sous la neige, comme on le leur avait ordonné. Au moment où leurs feux arrière disparurent entre les arbres, la forêt avait déjà commencé à effacer les traces de pneus. Jean remit son fusil sur son épaule. « Vous irez bien, dit-il. » Stéphane regarda une dernière fois la lisière du bois. « Je l'étais, dit-il doucement. Je ne le savais juste pas. » Jean hocha brièvement la tête, puis se retourna pour suivre le convoi qui s'éloignait sur le sentier. Ses bottes laissèrent des empreintes claires dans la neige, qui s'estompèrent ensuite et disparurent dans la blancheur. Le silence revint, mais ce n'était pas un silence vide. Il était rempli de tout ce qui s'était passé, et de tout ce qui ne serait jamais écrit. Stéphane resta là jusqu'à ce que le froid pénètre son manteau, et finalement, il se tourna vers la maison de campagne. Il s'arrêta, la main sur le cadre de la porte, son regard posé une dernière fois sur la clairière. Là, juste au bord des arbres, quelque chose bougea. Pas un loup, pas une meute. Une seule silhouette. Petite, immobile. Un jeune loup se tenait à moitié caché dans le sous-bois. Le louveteau. Sa fourrure reflétait la lumière comme du givre sur du fer. Il ne fit pas un pas en avant, ne leva pas la tête. Il observait simplement. Stéphane ne bougea pas, ne l'appela pas. Il se tint simplement sur le seuil, la lumière du matin dans son dos. Un seul souffle passa entre eux. Puis le louveteau se retourna, silencieux comme une ombre, et se fondit dans la forêt sans un bruit. Il ne le suivit pas. Il entra et ferma la porte avec un clic silencieux et définitif.